établissement de santé et un prélèvement biologique est effectué qui revient négatif. Un nouveau choc chimique est réalisé par le prestataire, information donnée par le prestataire, pas de traçabilité retrouvée et pas de coup ne savent pas ce qui a été utilisé et comment a été fait ce choc chimique. Maintien et renouvellement des informations auprès des médecins et des professionnels avec un nouvel affichage et par le logiciel. Le 9 mai, nouveau contrôle qui a été fait et le patient hospitalisé revient dans sa structure avec la prescription d'un appareil respiratoire à pression positive. Donc c'est un appareil neuf avec un nouvel humidificateur. Le 23 mai, les prélèvements faits le 9 sont reçus. Et en fait, après le choc chloré, on peut voir que les prélèvements se sont normalisés. Le 24 mai, le même résident est de nouveau hospitalisé pour détresse respiratoire et le prélèvement biologique revient positif à légionnelle et une déclaration de légionellose a été effectuée par le centre hospitalier. Et mise à jour, la fiche alerte au niveau de l'établissement a été réalisée par la chef de service et l'IDEC. Et la chambre du résident a été fermée. Des échanges téléphoniques ont eu lieu entre l'infirmière de l'ARS et la structure. Et la situation à risque qui a été retrouvée au niveau de l'éridan, c'est qu'en fait, le bocal d'humidificateur du patient pour faire sa ventilation était rempli avec l'eau du robinet de la chambre. Le 31 mai, de nouvelles analyses ont été réalisées, dont un contrôle de l'humidificateur, et les résultats sont réceptionnés le 15 juin. Donc, on peut voir qu'après les investigations sur la légionellose, les douches sont de nouveau contaminées avec 5000 unités formant colonie et le point d'eau de la chambre du résident est à 10 000 unités formant colonie. Donc, sur le troisième mois, donc au niveau mi-juin, réponse du prestataire. euh, pour faire des premières interventions qui étaient envisagées, donc avec suppression des bras morts et une intervention sur la chaufferie parce qu'ils avaient découvert que la pompe et ils savaient, il n'y avait pas eu d'intervention qui était réalisée, que la panne et la pompe, les plaques de l'échangeur étaient altérées. Et à ce moment-là, Florian nous a contactés pour avoir un appui et un conseil au niveau de la mise en place des filtres parce que la convention avec le MH n'était pas encore signée, donc ils se sont retournés vers nous pour avoir des conseils. Le 16 juin, il y a de nouveau des communications qui ont été réalisées auprès des professionnels et des familles. Il y a une révision du plan de puisage avec réalisation de fiches de traçabilité et identification des acteurs pour savoir qui purgeait et quand au niveau de la semaine pour maintenir les puisages sur le week-end. Donc, ils ont pris l'aide au niveau des maîtresses de maison et purger la partie de pôle soins et balnéo qui était fermée avec un projet de réouverture sur la balnéo en fait en août 2024. Le 19 juin, avec accord de l'ARS, avec Karen, on s'est déplacé sur la structure pour venir en appui, donc appui du CEPIAS. Et on s'est déplacé le 4 juillet, donc rencontre avec l'équipe sur place, avec donc la direction par intérim, la cadre de santé, l'infirmière coordinatrice et le responsable sécurité environnement. Et le lendemain, les interventions ont commencé. Donc, ce qui était dans un premier temps prévu avec changement de la pompe et de l'échangeur à plaques par le prestataire qui s'occupait du réseau d'eau chaude sanitaire. Au niveau de la visite du CEPIAS, donc suite aux différentes discussions et observations, donc on a décidé d'un commun accord de procéder déjà en urgence à plusieurs actions. Donc maintien des filtres sur les embouts drainés pour les patients à risque et sur les douches et de prendre appui et de se renseigner éventuellement sur le centre hospitalier d'Annecy-Genevois pour avoir des fournisseurs de filtres et d'avoir des filtres surtout adaptés. Comme la structure n'avait pas l'aide d'une EMH et qu'ils avaient peu de retours, ils allaient sur Google et ils tapaient filtre
et ils ne savaient jamais lesquels choisir, comment les choisir. Ils ont eu des fils qui ne s'adaptaient pas sur leur robinetterie. De réaliser un audit des réseaux par un prestataire compétent et certifié, donc de se mettre en lien avec le prestataire sur les listes qui avaient été fournies par l'ARS. Et de suite à l'audit des réseaux et de notre visite, de réaliser un plan d'action. Et le tout a été fait et parvenu à l'ARS. Donc, sur l'année 2023-2024, donc toute l'année 2024, installation des 20 filtres sur les robinets de lavabo en lien avec le change pour avoir un bon prestataire, identification d'un local non pris en compte sur le plan de puisage, parce qu'il y avait des robinets qui n'étaient pas purgés, donc de bien refaire le tour avec une gestion de la part de la direction. Il y a des nouveaux contrôles qui ont été faits de courant 2023, maintien des informations, rétro-planning aussi opérationnel pour s'assurer que les filtres soient bien changés régulièrement. L'audit complet a été réalisé en octobre 2023, réunion régulière de l'équipe de PRI avec l'entreprise responsable de la maintenance de l'eau chaude sanitaire. Donc, il y a des travaux 2024, c'était condamnation à la boucle des points d'eau, suppression des bras morts, ajout de robinet de purge au fond de ballon, puisqu'en fait, le robinet était en haut du ballon. Redimensionner aussi la chaufferie parce qu'elle n'était pas adaptée au volume d'eau qui était utilisé et renouvellement des thermostatiques. Les résultats de mars 2024 étaient encourageants avec des seuils en dessous de 1000 unités formant en colonie sur tous les sites, mais une colonisation persistante, était retrouvée. Donc, poursuite des maintien des filtres et jusqu'à la réalisation complète de tous les travaux et d'avoir des prélèvements conformes de contrôle de suite. Donc là, vous avez les dernières analyses de septembre 2024. Euh, les, de- les dernières nouvelles qu'on avait, donc, c'est que les travaux se poursuivent et il y a des nouveaux points qui se sont de nouveau contaminés. Donc, les points forts, ça a été une organisation rapide des tâches et des missions de chacun avec une ambition de réussir, aller chercher les ressources à l'extérieur de l'établissement, communication adaptée tout le long de la situation au niveau des professionnels et des familles, lien continu avec le CEPIAS et l'ARS pour le suivi de la situation. Les difficultés qui ont été retrouvées, donc c'était un établissement qui était en direction de transition, donc avec un directeur qui est venu que pour 4 mois et après une période où il n'y avait pas de direction. Au moment de la contamination, le prestataire était en train de changer, donc il n'y avait pas de traçabilité des actions dans le carnet qui était tracé et qui n'était même pas faite. Méconnaissance des conditions de réalisation des chocs, parce qu'en fait, le choc chimique, on pense qu'il n'a pas été réalisé. Le délai d'intervention des entreprises, les absences de robinet de puisage, une autre calcaire et pas d'accompagnement au niveau de l'équipe, pas d'une équipe EMH. Donc voilà, j'ai été un petit peu vite. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai essayé de répondre aux questions au fur et à mesure de la conversation quand j'avais les éléments. La dernière question, c'était Monsieur Philippot qui demande pourquoi avec des filtres antilégionnels sur les robinets qui ne sont pas des points à risque. Alors, en fait, il faut savoir qu'au départ, sans conseil d'hygiéniste, effectivement, l'établissement avait choisi de filtrer l'ensemble de ces points d'eau. Et quand on est intervenu, on leur a demandé de réfléchir en termes de risque au niveau des patients. Et il faut savoir que quand même le patient qui a fait une légionellose nosocomiale, c'est son lavabo qui était incriminé, puisque en fait l'humidificateur était rempli avec l'eau du robinet du lavabo. Donc effectivement, c'est pas un point à risque parce qu'on ne prend pas de douche. Par contre, si on le met directement dans une VNI, là, ça devient vraiment à risque. Donc l'établissement a choisi ensuite de réfléchir aux patients à risque, aux points à risque et de ne filtrer que cela de façon à laisser libre effectivement d'autres points d'eau pour pouvoir purger, éliminer la contamination au moment de la purge. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a encore un certain nombre de points d'eau qui sont filtrés. Alors, c'est de la Legionella pneumophila. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était de la 214 dans cet établissement-là, mais c'est bien de la pneumophila.
Oui. Et donc, on avait bien la même souche au niveau du patient et du circuit d'eau. Alors, la toilette au lavabo, oui, d'autant plus que là, on est sur des patients handicapés, donc ils peuvent faire leur toilette. Alors, les cérébrolésés graves, non. Il y en a d'autres qui font eux-mêmes leur toilette au lavabo, qui brossent les dents, qui se penchent au-dessus du robinet qui coule pour se rincer la bouche, etc. Donc, oui, oui, il peut quand même y avoir un risque d'aérosol sur un robinet de lavabo. Donc, ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on essaiera d'y répondre, hein. N'hésitez pas à continuer à le noter sur le chat. On va passer aux actions du CEPIAS. Attends, je partage. Voilà. Alors, voilà. En fait, le CEPIAS, on est venu en appui au soutien à ces établissements de santé, à ces établissements médico-sociaux, après accord de l'ARS. Donc, sur le premier semestre 2023, on a eu 2 établissements de façon assez rapprochée, hein, qui viennent de présenter leur retour d'expérience, qui sont intervenus, sur lesquels on est intervenu. Et on s'est dit que, vu les questions aussi qu'on avait régulièrement, nous, au CEPIAS, en termes de conseils, on allait faire peut-être une petite fiche et créer des outils. Et on s'est servi de ces 2 visites pour essayer de faire le point sur qu'est-ce qu'il fallait prendre dans l'ordre quand on a un souci de contamination des réseaux. Et une deuxième fiche sur, mais une fois que c'est réglé ou si on n'a pas de souci, plutôt une espèce de checklist avec, mais qu'est-ce qu'on fait en préventif pour pas que ça arrive. On en a profité pour faire un petit poster à la SF2H aussi. Alors, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller, il était présent sur le congrès. Et puis, tous ces documents sont à disposition sur le site du CEPIAS. Donc là, quand vous scannez le petit QR code, vous avez accès à la page Kit eau du CEPIAS ARA où vous retrouvez tous les documents. Donc, je vais vous les montrer. Je ne vais pas les détailler non plus, mais je vais essayer de vous mettre dans les grandes lignes à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le document que vous allez retrouver, réseau d'eau contaminé dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, avec dans l'ordre chronologique ce à quoi il faut penser et ne pas oublier. Donc vous avez une première fiche où c'est une espèce de checklist où vraiment on coche, et après vous en avez une deuxième avec l'explication de texte à côté. Donc là, on va la mettre, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand c'est en gros plan. Voilà. Pour la première partie, par exemple, mon réseau est contaminé, que ce soit à Pio ou à Légionnel. Action immédiate, analyser le risque. C'est ce qui n'a pas été fait en fait sur les 2 établissements qui vous ont présenté. Donc dans le premier, certes, il y avait des pseudomonas, mais on est sur un établissement avec de la psychiatrie pour lesquels il n'y avait aucun soin en fait infirmier, pour lesquels on a besoin de l'eau du robinet. Et par contre, on avait une recherche systématique de pseudomonas, que ce soit en potabilité ou en eau de soins standard, en sachant qu'en eau de soins standard, il y avait très peu de points d'eau et vraiment utilisé comme de l'eau de soins standard. Donc déjà, analyser son risque patient ou résident. En fonction de ça, on va pouvoir dire, oui, là, j'ai un risque, là, je dois filtrer ces points-là, ou je ne dois pas filtrer ces points-là, ou j'arrête temporairement l'utilisation de ces points. Et ça, pour pouvoir faire cette analyse de risque, il faut absolument que la direction puisse le faire avec l'équipe opérationnelle d'hygiène ou l'équipe mobile d'hygiène. Et c'est ce qui s'est passé quand on est intervenu sur les 2 établissements, c'est que généralement, soit il n'y avait pas d'hygiéniste, ce qui était le cas de l'Éridan, soit il y avait une équipe opérationnelle d'hygiène à Priva, mais qu'on n'avait pas intégré à la réflexion sur les travaux, sur qu'est-ce qui allait être prélevé, ce qu'on allait y rechercher, et puis surtout le pseudomonas, est-ce que réellement il y avait un souci et est-ce qu'il était nécessaire de tout filtrer et de tout désinfecter aux produits chimiques. Donc déjà se positionner là-dessus, réfléchir à qu'est-ce qu'on va filtrer comme point d'eau. Quels sont les points d'eau qu'on va filtrer, quels sont ceux qu'on ne va plus utiliser, quels sont ceux qu'on va contrôler, mettre en place également les purges. Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment les premières actions immédiates, se réunir en cellule de crise avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui avait été fait tout de suite, ce qui fait qu'il y a eu un retard à l'allumage, on va dire, dans la gestion des crises de ces 2 établissements, où il y a eu beaucoup d'échanges de mails, où certains se sont vus, mais pas avec tout le monde, où on pensait que c'était fait, mais finalement on n'a pas vérifié. Donc, c'est vrai que la visite de terrain, là, le petit point 2, elle est très importante. Et on se met tous autour d'une table, on réfléchit, et c'est ce qui a permis aussi la visite du CEPIAS, de se dire, puisqu'on venait à un moment donné, on a mis tout le monde autour de la table.
Et puis là, on fait une petite visite de terrain. Et on observe les points d'eau, on vérifie les traçabilités, on regarde comment c'est utilisé, on interroge le personnel qui purge, qui nous montre. Et c'est vrai que par exemple sur Priva, je vais vous donner des exemples, il y a eu une désinfection chimique avant notre visite. Quand on a fait la visite de terrain, on a dit le bâtiment était petit, hein, donc on a dit on va ouvrir toutes les portes, on va regarder tous les points d'eau et on a découvert des points d'eau pour lesquels il n'y avait pas eu de circulation du produit chimique en fait dans le réseau parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un point d'eau à ce niveau-là, donc ça n'avait pas été purgé, le désinfectant n'était pas passé dans cette canalisation. Voilà. Donc, c'est plein de choses comme ça. Ou des points d'eau qu'on pensait fermés. Donc, on nous a dit non, regardez, c'est fermé. Puis, quand on a regardé dans les faux plafonds, en fait, non, la canalisation était bien en eau et quand on a fait couler, ça coulait. Donc, voilà. Et c'est vrai que le directeur de Priva avait une jolie phrase ce jour-là et avait dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que oui, on vous a dit que ça avait été fait, mais il faut aussi le vérifier. Donc, après, quand vous prenez cette petite fiche, et ben, dans l'ordre toujours, le point 3, vérifier tout ce qui est alors ça y est, voilà. Vérifier tout ce qui est maintenance et prélèvements. Est-ce que les prélèvements ont été faits? Est-ce que le carnet sanitaire est rempli? Est-ce qu'il y a une analyse des risques? Et je vais vous en parler. Juste après, il y a un texte de loi qui est sorti en fin 2022 qui vous oblige les établissements de santé médico-sociaux à faire une analyse de risque de vos réseaux d'eau. Et c'est la première chose à se dire après, c'est est-ce que cette analyse de risque a été faite? Est-ce qu'on avait montré des non-conformités sur nos réseaux? Est-ce que des travaux ont été réalisés ou non? On cherche les bras morts, on cherche les points d'eau non utilisés, on vérifie les traçabilités, on regarde les résultats des prélèvements antérieurs, on regarde tout ce qui est résultat de prélèvement du retour de boucle. Alors par exemple, sur les ridans, il n'y avait pas eu de prélèvement sur le fond de ballon, ce qui nous avait étonné. Et en fait, il n'y avait pas de quoi prélever le fond de ballon parce qu'il n'y avait pas de robinet. Donc, il avait été demandé de le placer et quand on est passé, eh ben, il avait été placé en partie haute du ballon. Or, c'est en partie basse normalement. Et ça, c'est pareil, il faut aller regarder dans la sous-station. Donc ensuite, quand la contamination est limitée, bah, ça peut être une action au niveau juste d'un ou deux points d'eau, mais quand la contamination est sur l'ensemble du réseau, là, on fait une vraie cellule de crise, on réunit l'ensemble des acteurs, on positionne sur plan les problématiques et on s'aperçoit, ce qui s'est passé pour Priva, qu'effectivement, bah, la contamination est limitée à un endroit du réseau. Et qu'il faut suivre tout le réseau, il faut suivre la circulation de l'eau dans le bâtiment pour se rendre compte qu'il y avait une problématique sur les points d'eau des offices de soins en particulier. Et puis quand l'alerte est terminée et que nos résultats sont redevenus conformes, c'est là où on passe sur la checklist des actions préventives. Et donc voilà, ça c'est la petite verte, hein, donc réseau d'eau, action préventive pour mon réseau d'eau. Et là-dedans, vous allez retrouver de nouveau des préconisations avec une checklist, mais on va commencer tout de suite par le réseau neuf, soit un bâtiment en construction, soit en restructuration, parce qu'en fait, la réflexion de contamination du réseau, elle commence là. C'est-à-dire qu'on envisage de faire des travaux de grande ampleur sur un bâtiment existant, ou on envisage de construire un nouveau bâtiment, ce qui était le cas de Priva. Et bien, dès la conception, il faut réfléchir à toutes les utilités des points d'eau. C'est-à-dire que si dès la conception, on se dit, mais dans quelle pièce j'ai besoin d'un point d'eau? Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Et qu'on rappelle aux architectes et aux directeurs que dès qu'il y a un point d'eau, il faudra l'entretenir, le purger, le faire couler, et que ça va demander du temps et de l'argent, et que ce sera peut-être un point à risque, là, on réfléchit à l'utilité de chacun de ces points d'eau. Donc, le mieux, effectivement, c'est de faire ça dès la mise en place des plans des locaux, dès la réflexion sur les circuits d'eau. Se poser la question pour des services à risque de déporter les robinets par rapport à la bonde et au siphon, mais ça, il faut le demander dès la construction et la mise en place des points d'eau. Penser à bien mettre des robinets d'arrêt sur les boucles, établir le plan d'échantillonnage du futur bâtiment, ce que Hilde vous avait expliqué, ce qui n'avait pas été fait. Et finalement, c'est l'architecte qui avait décidé de lui-même des points qui allaient être prélevés. Et finalement, les points vraiment à risque n'étaient pas dans le listing. Donc, avant la remise des clés, il faut s'assurer effectivement que dès la mise en eau, ça a été purgé régulièrement, que des prélèvements vont être faits et qu'on vous remet les clés avec un réseau d'eau indemne de contamination. Sinon, il y a une réserve. Et donc, à partir du moment où vous remet les clés, le bâtiment généralement en eau, mais l'emménagement des services ne se fait pas immédiatement, ce qu'a très bien montré Hilde. Et donc, dans ces cas-là, il faut prévoir de continuer les purges. Et là, c'est à l'établissement de continuer de mettre en place ces purges.
Une fois que tout ça est fait, et ben là, on n'oublie pas de réaliser son analyse des risques et son évaluation des réseaux, on n'oublie pas de tracer les travaux, on n'oublie pas de réaliser des bionettoyages quotidiens de ces points d'eau, de purger quand ça n'est pas suffisamment utilisé, voire de faire déposer ou de couper à la boucle les points d'eau qui ne sont plus ou pas utilisés. Pensez à avoir une réserve de filtre hein, avec des adaptateurs aux besoins, c'est-à-dire qu'en cas de problème, on peut filtrer assez rapidement. Choisir des filtres adaptés à son établissement sur la durée, la possibilité de purge, le type de risque, etc. Et puis ensuite, pensez à constituer une cellule eau. C'est-à-dire qu'on ne se réunit pas uniquement en cellule de crise quand il y a un souci, mais ça permet au moins une fois par an de reprendre les résultats des prélèvements qui ont été faits, de regarder ce qui se passe, est-ce qu'ils sont conformes ou non, où on en est de la mise à jour du carnet sanitaire. Et ça évite effectivement de devoir réagir quand il y a un souci. C'est-à-dire que si on a une cellule eau qui au moins annuellement se réunit pour discuter des prélèvements annuels, et ben on a autour d'une table au moins une fois par an les services techniques, l'encadrement des services, éventuellement le laboratoire, le représentant de la direction qualité et évidemment l'équipe opérationnelle d'hygiène. Et suite à ça, on a remis à jour notre petit guide sur les catégories d'eau dans les établissements santé EMS. Donc, c'est un guide dont la dernière version, la numéro 4, était de juin 2015. C'était encore le Séclin Sud-Est, on n'était pas encore passé CEPIAS. Et on a repris en fait la bibliographie. Et le guide sur l'eau dans les établissements de santé de la DGS est toujours d'actualité, hein, il n'a pas été modifié. Donc, le juillet 2005 est toujours valable. Par contre, il a quand même été complété avec des recours beaucoup plus récents de la SF2H dans le guide sur la place de la surveillance microbiologique de l'environnement. Et puis à savoir que vous avez maintenant l'arrêté du 30 décembre 2022 sur l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau on va vous reprendre rapidement dans ce guide. Donc, je voulais remercier le service de santé environnement de la RSARA qui a participé à la rédaction de ce guide et à la correction avec nous. Et puis le OHEMH de Bourgoin-Jallieu aussi, qui nous en a fait relecture et avec qui on a pu discuter sur l'application des recommandations. Donc ce guide, il va vous présenter rapidement la réglementation qui est en cours. Et ensuite, on a choisi de faire une petite page recto verso par type d'eau, avec les définitions de ces types d'eau-là, les fréquences et lieux de contrôle et les limites qualitatives. Alors, l'arrêté du 30 décembre 2022, j'espère que vous en avez tous pris connaissance. Il faut savoir qu'il est applicable depuis le 1er janvier 2023 et que les établissements de santé médico-sociaux qui desservent plus de 10 mètres cubes par jour ou au moins 50 personnes, y sont soumises. Et d'ici le 1er janvier 2029, il va falloir effectivement que vous ayez mis en place votre évaluation des risques. Donc, c'est les établissements santé, médico-sociaux. Vous avez aussi tout ce qui est foyer logement, établissements collectifs, accueil de jeunes enfants, les crèches, les établissements pénitentiaires. C'est le propriétaire du réseau qui est soumis à son application. Donc, il faut savoir si c'est un bâtiment en construction, c'est le maître d'ouvrage jusqu'à remise des clés. Et ensuite, pour les bâtiments existants, c'est le propriétaire du bâtiment, le responsable d'établissement ou même l'exploitant du bâtiment ou du réseau si contractuellement vous avez passé un contrat de sous-traitance avec un prestataire pour l'entretien de votre réseau d'eau. Donc, cette évaluation des risques, dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut faire une analyse de risque. C'est forcément un professionnel qui va venir faire un audit de votre réseau d'eau, c'est-à-dire qu'il fait une revue documentaire, l'ensemble des documents techniques, le carnet sanitaire, mais il y a obligatoirement une visite sur site avec un rapport d'analyse. Dans ce rapport d'analyse, on va peut-être vous identifier des points à risque de votre réseau d'eau. Et c'est ces points-là qu'il faudra surveiller prioritairement dans la surveillance de la qualité de votre eau. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ça tout de suite. C'est-à-dire que dans les textes de loi sur la légionelle notamment, on vous dit de prélever les points à risque, on vous dit de prélever les fonds de ballon. Et ben en fait, ces points à risque, c'est l'analyse des risques maintenant qui va vous les identifier. Donc, j'ai vu tout à l'heure, on en a parlé, hein, passer une question sur les lavabos, mais c'est peut-être pas un point à risque. Et ben, tout va dépendre de comment est fait votre réseau et de ce que va vous ressortir cette analyse de risque. C'est forcément un professionnel disposant des compétences et des qualifications reconnues. Donc, soit vous êtes un gros CHU, vous avez une équipe technique avec des ingénieurs réseau d'eau qui ont toutes les compétences pour le faire, et ça peut éventuellement être fait en interne, mais en tout cas, je vous conseille de le faire par de vrais professionnels.
Et donc, si l'analyse identifie des points à risque, c'est ceux-là qu'il faudra surveiller, notamment pour la légionnelle. C'est ceux-là qu'on va devoir retrouver dans votre stratégie de surveillance. Et c'est un laboratoire certifié agréé qui devra venir vous faire les prélèvements. Et ensuite, dans cette évaluation des risques, il faudra également préciser, en cas de mise en évidence de dysfonctionnement, c'est-à-dire des prélèvements non conformes, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place et donc un plan d'action. Donc, il faut déjà réfléchir à quelles mesures je vais mettre en place si ce n'est pas bon, comment je vais faire pour m'assurer de l'efficacité de ces mesures et comment ensuite je vais réviser mon évaluation des risques. C'est-à-dire s'il y a des travaux, il faut réviser son évaluation des risques. Si on vous identifie un point d'eau et que vous le supprimez, pour mettre à jour son évaluation des risques en disant bah, ce point d'eau-là qui a été identifié était supprimé à telle date. Et ça, c'est quelque chose qui est encore un peu méconnu, mais qui est extrêmement important. Alors, vite fait, pour chaque type d'eau, vous avez l'eau d'alimentation humaine. C'est clairement là-dessus qu'on va faire ce qu'on appelait avant les potabilités. Maintenant, on appelle ça des analyses de type D1. Donc, l'eau de l'alimentation humaine, voilà, vous y êtes soumise si vous avez plus de 10 mètres cubes jour en moyenne ou au moins 50 personnes. Les fréquences et les lieux de contrôle sont définis par votre évaluation des risques également. Donc, il faut absolument pour votre évaluation des risques, vous ayez l'expertise de l'OHEMH dans vos établissements, puisque c'est eux qui vont pouvoir vous donner l'analyse des risques patients et résidents notamment, mais aussi les risques liés aux soins qu'on va faire aux patients résidents. Concrètement, sur les ridans, il aurait fallu identifier effectivement qu'on pouvait être amené à remplir les humidificateurs de VNI avec de l'eau du robinet. Alors normalement, ce n'est pas avec ce type d'eau-là qu'on le fait, mais c'est vrai que là, si on s'était peut-être posé la question en amont, pardon, on aurait peut-être réfléchi à mettre en place d'autres actions. Donc là, voilà. Donc l'eau d'alimentation, sachez que en fait, les potabilités, elles se font sur les points risques également, et puis ensuite sur ce qui est indiqué dans la réglementation sur la potabilité. Vous avez une fiche sur l'eau pour soins. Alors nous, on a choisi de ne pas mettre eau pour soins standard. On s'explique parce que en fait, finalement, quand l'eau est utilisée pour les soins, généralement, quand elle est à risque, elle n'a rien de soins standard. Un soin standard, c'est un soin de nursing, c'est une douche et on fait déjà des analyses légionnelles. Par contre, effectivement, quand on a des patients immunodéprimés, quand on utilise cette eau pour désinfecter, rincer du matériel ou des dispositifs invasifs comme de l'endoscope ou pour faire des soins sur des plaies, etc., on n'est plus sur du soin standard. Donc, on l'a choisi de l'appeler, nous, eau pour soins. Elle est appelée eau pour soins standard dans le guide 2005 du ministère de la Santé. Et là aussi, c'est l'analyse des risques qui doit vous permettre d'identifier les usages de l'eau à risque. Est-ce que j'ai des patients immunodéprimés? Est-ce que j'ai des soins ou des utilisations à risque? Et dans ces cas-là, on fait une recherche de Pseudomonas aeruginosa sur ces points-là. Ce qui s'est passé à Priva, c'est qu'effectivement, le laboratoire qui venait faire les prélèvements d'eau prélevait systématiquement, puisque c'était un établissement de santé, des potabilités plus recherche de Pseudomonas qui évidemment leur était facturée. Or, une recherche de Pseudomonas sur une fontaine réfrigérante, ça apporte peu de choses et en tout cas, ça n'empêche pas la potabilité de l'eau. On va pouvoir la boire quand même. Et c'est vrai que là aussi, l'expertise de l'OH, elle est nécessaire pour évaluer le risque patient ou résident vis-à-vis du risque Pseudomonas dans notre eau. Sur le choc sanitaire, la nouveauté, c'est pour les ES et les EMS, les points d'usage représentatifs repérés lors de l'évaluation des risques, c'est ce qui nous est dit. Et on va retrouver également des contrôles sur l'eau froide. Sachez que si dans votre évaluation des risques, on repère que vous avez des circuits d'eau froide qui vont passer dans des pièces très chaudes, trop à proximité des réseaux d'eau chaude et qui ne sont pas calorifugés, si votre température d'eau est supérieure à 20 degrés, ça peut être un risque aussi pour la légionnelle et donc on peut être amené à contrôler l'eau froide. Donc, à savoir qu'on a posé la question à l'ARS à un moment de la relecture et qu'effectivement, si vous avez une contamination, enfin, en tout cas une légionellose nosocomiale ou associée aux soins, il faut absolument penser à contrôler l'eau froide également, notamment sur les points où votre eau est supérieure à 20 degrés. Et aussi en fonction des zones géographiques, aux périodes les plus chaudes de l'année. Si vous avez un établissement où vous avez énormément de prélèvements, essayez de penser à faire vos prélèvements d'eau froide sur les périodes où on est en canicule, par exemple, puisqu'on est dans la région ARA, et où on sait qu'on va avoir des problématiques d'eau froide qui vont être très chaudes à certains moments de l'année. Alors, les limites qualitatives,
elles sont toujours les mêmes, inférieures à 1000 Legionella pneumophila par litre d'eau. Et pour les services des établissements de santé qui accueillent des patients identifiés comme vulnérables, inférieurs au seuil de détection. Pour l'eau froide, c'est de la Legionella, pas pneumophila qu'on va rechercher, mais c'est toute Legionella, donc la spéciès, SPP. Ça doit être inférieur à 1000 également. Par contre, demandez immédiatement à votre laboratoire, si vous faites du contrôle de l'eau froide, d'identifier Legionella pneumophila. Sinon, ils vont vous répondre autant de Legionella SP. Donc, il faut leur demander de prévoir, en cas d'identification d'une Legionella SP, d'aller jusqu'à l'identification de l'espèce, c'est-à-dire pneumophila. Pour les établissements médico-sociaux, je rappelle qu'il est obligation de signalement à l'ARS quand vous avez des valeurs supérieures à la limite de qualité dans vos réseaux d'eau, donc généralement quand c'est supérieur à 1000 UFC, sauf si vous avez effectivement des patients très vulnérables dans vos établissements médico-sociaux. L'eau bactériologiquement maîtrisée, alors généralement elle est maîtrisée parce qu'on met un filtre sur le robinet. Là c'est pareil, c'est l'analyse des risques qui doit être fait sous l'expertise de l'EOH-EMH qui doit vous permettre d'identifier les points du réseau nécessitant une filtration. Ça fait partie des réponses qu'on a fait tout à l'heure. On ne va pas filtrer tous les points d'eau à risque. Il y a certains points d'eau et certains services, je pense à des services d'oncologie ou d'hématologie, où là oui, on doit filtrer tout le temps en continu dans ces services-là. Et après, il y a d'autres services qu'il faudra filtrer ponctuellement. Et il faut absolument que l'OH soit concerté pour la mise en place de filtres. Il faut que vous ayez le listing de vos points d'eau filtrés dans les établissements. Il faut que vous puissiez les suivre. Il faut que vous puissiez vous demander s'ils sont toujours nécessaires, ces filtres ou pas, pour éviter effectivement ensuite d'emboliser le réseau avec trop de filtres sur votre réseau d'eau. Les eaux de piscine, on n'est pas des spécialistes des eaux de piscine au CEPIAS. L'ARS s'y connaît certainement beaucoup mieux que nous et c'est pour ça qu'ils nous ont aidés aussi sur la rédaction de cette fiche. Sachez que la réglementation applicable aux piscines a évolué au 1er janvier 2022. Vous avez une très jolie fiche qui a été faite par l'ARS Pays de la Loire et effectivement qui vous dit que si vous avez une piscine de rééducation de balnéo dans vos établissements de santé ou médico-sociaux, c'est une piscine de catégorie B et donc vous avez les prélèvements à faire une fois par trimestre. Voilà. Pour en savoir plus, le petit QR code vers notre page, vous allez retrouver ce guide sur l'eau dans le détail. On va y rajouter d'ici quelques mois une page sur le contrôle des eaux impropres à la consommation. On va vous présenter Madame Lamat juste derrière. Et puis, vous avez notre checklist commentée, etc. Puis, bien sûr, on est là pour répondre à vos questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions qui passaient pendant que je présentais. On a 3-4 minutes avant de passer à Madame Lamarck pour essayer d'y réfléchir. Alors, la fiche, alors oui, le diaporama sera en ligne. Partout, vous avez un petit lien, enfin, un petit truc en bleu souligné, c'est que c'est un lien. Donc, ça va vous en renvoyer vers la fiche Pays de la Loire sans souci. Faut-il maintenir un contrôle trimestriel si on utilise des filtres terminaux réutilisables? Alors oui, ça c'est la grosse question aussi qu'on nous dit, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des établissements qui veulent repasser aux filtres terminaux réutilisables. Et effectivement, c'est ce qu'on vous a mis dans la fiche. C'est-à-dire que si vous passez sur du réutilisable, c'est ce qu'on faisait avant. Vous savez, on les laissait, puis on les stérilisait. Ça remonte maintenant, je crois qu'il y en avait, c'était 7 jours, et puis ça repartait en stérilisation, puis on devait les stériliser. Il fallait tracer les stérilisations parce qu'au bout d'un certain temps, il faut les jeter quand même. Mais à ce moment-là, oui, là, il va falloir contrôler. C'est-à-dire qu'un filtre terminal usage unique, c'est le fournisseur qui répond à une norme des filtres terminaux à usage unique et qui va vous certifier que jusqu'à telle date, on n'a plus besoin de contrôler l'eau, il est valide et qu'il faut le changer à période définie. Par contre, si vous avez du réutilisable, stérilisable, il va falloir faire un contrôle trimestriel comme le demandait le guide du ministère. Oui, Nagam. Naram, pardon, on va essayer de te passer. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Oui, merci. Merci Karen pour ça. En fait, c'est par rapport aux filtres réutilisables, parce qu'en fait, c'est une des grosses questions qu'on s'est posées chez nous. Parce qu'en fait, le guide, il parle des filtres stérilisables qu'on va faire au sein de l'établissement. Alors que les filtres
on va dire, réutilisables actuels sur le marché, c'est les filtres qui sont récupérés par un fournisseur de filtres d'usage unique qui va traiter ces filtres chez lui et qui garantit, on va dire, que le filtre il est utilisable et reconditionné. Donc, la question, ben, là, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire des Non, prélèvements. On est bien non, d'accord. oui, tout à fait. Alors, en fait, les filtres réutilisables, généralement, les fournisseurs récupèrent les filtres usagés. Donc, c'est Oui, pour améliorer le cycle de vie, hein, c'est-à-dire pour faire du recyclage, mais généralement, ils sont démontés, les filtres sont changés. Donc, ça n'est pas un filtre qu'on va restériliser en l'état, qu'on va redonner, en fait. Donc, ouais. on réutilise la matière première pour refabriquer de nouveaux filtres. Donc, c'est un peu différent. Bah, en fait, moi, je parle des filtres. Je ne sais pas si vous. En fait, si on parle du même type de filtre, moi, je parle des filtres de chez Aquafree Oui. qui ont les filtres à usage unique et les filtres, on va dire, réutilisables. Mhm. Le filtre, en fait, il est réutilisable. Ça Reconditionné. veut Oui. reconditionner Oui. parce qu'en fait, le filtre, il est traité, nettoyé. Il vérifie l'intégrité du filtre. Après, il est remis et après, on peut le traiter Oui. 36 fois. Donc, Oui, oui. c'est pas la même Non, chose, en fait. c'est C'est pas un peu encore la ça. même chose, mais là, par contre, ça passe par un prestataire. Donc, c'est eux qui ensuite vous fournissent effectivement, à travers un certificat, la preuve que on peut encore l'utiliser autant de fois. Donc, là, c'est pas à nous de. Par contre, si on le retraite en interne, quand on le fait stériliser, oui, là, par contre, on revient sur ce qu'on faisait début 2000, quoi. Et, ouais, ouais. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais parce que c'était un sujet de discussion chez nous et en fait, c'était pas si clair que ça dans le guide de 2005 et avec ma Mm. collègue Anne Regard qui est également connectée, bah, pour nous, ben, ce qui est noté dans le guide ne s'appliquait pas à Non, ces filtres de chez Aquafree, entre guillemets. non, Désolée, tout je à cite le fait. fournisseur parce qu'en fait, on a fait un projet avec eux, donc c'est normal que je parle de ces filtres. Je connais pas les autres fournisseurs en fait, qui commercialisent des filtres Mm. réutilisables. Non, tout à fait. Mais de toute façon, c'est une question qu'on a posée. Il y a un groupe de travail inter-CPS sur la transition écologique en santé. C'est une question qu'on a. Moi, j'en fais partie. Je fais partie du groupe et on leur a posé la question, effectivement, de voir si on pouvait pas refaire une petite fiche là-dessus. Parce que de plus en plus, des établissements commencent à se poser la question de l'éco-responsabilité de ces filtres à usage unique qu'on jette s'ils ne sont pas récupérés non plus. Donc, je pense qu'on va essayer. Enfin, en tout cas, j'en discuterai dans le groupe pour voir si on peut sortir une recommandation de fiche repère. Enfin, petite chose pour les services. Eh ben, parfait, merci. Alors, juste la dernière question, après on essaiera, on va reprendre toutes les questions qui ont été posées, on fera peut-être une FAQ, foire aux questions sur notre site. Pour les non-sociétés conseillées pour le diagnostic des réseaux, pareil, sur notre petite fiche, vous avez un lien, et c'est dans le diaporama aussi. L'ARS a une liste, en fait, l'ARS et puis le CSATB, en fait, tout ce qui est pour les conseils techniques pour le bâtiment, a une liste de tous les diagnostiqueurs, les prestataires Agréés. voilà, agréés. Et donc ça, vous pouvez la voir. Et en tout cas, il y a un lien sur notre site qui vous amène sur la dernière page à jour avec le listing. Et on va passer la parole à Madame Lamat qui va nous parler des eaux impropres à la consommation, puisqu'il y a pareil, une nouvelle réglementation qui va autoriser les établissements de santé ou médico-sociaux à réutiliser les eaux impropres à la consommation. On vous écoute, Madame Lamat. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Vous me dites quand c'est bon? C'était tout bon. Il faudrait mettre en plein écran. plein écran. J'y vais. Voilà. Merci. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous faire une petite présentation sur les eaux impropres à la consommation, donc qui viennent en opposition aux eaux potables, aux eaux de consommation humaine. Donc, c'est des eaux qui ne répondent pas aux critères et de production et de qualité des eaux de consommation humaine et pour lesquelles on va quand même permettre certains usages domestiques. Donc, c'est des textes qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, donc en juillet 2024. Donc, on a un décret et un arrêté qui vont fixer les conditions d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine.
Donc, cette réglementation, elle s'appuie sur deux autres réglementations. La définition des usages domestiques qui sont normalement assurés par les eaux de consommation humaine. Normalement, c'est la règle, c'est ça. Hein. Pour les usages domestiques, utiliser des eaux de consommation humaine. Donc, on va bien venir en exception à cette réglementation. Et qui s'appuie également sur l'arrêté de 2021 sur la protection des réseaux d'adduction. Donc, qui était le préalable pour la sortie de ces textes qui vont permettre de faire rentrer des eaux impropres à la consommation humaine dans les usages domestiques. Donc cet arrêté, il fixe les conditions essentiellement pour éviter des retours d'eau et de polluer à la fois les réseaux intérieurs et à la fois de polluer les réseaux publics. Donc les eaux impropres à la consommation humaine, le type d'eau qu'on va pouvoir utiliser, ce sont à la fois ce qu'on appelle les eaux brutes, donc les eaux douces et les eaux de surface, les eaux de rivière par exemple, les eaux aussi de puits, particuliers et l'eau de pluie, mais également les eaux grises, donc issues des lavabos et des éviers, les eaux de piscines collectives, qui sont rejetées notamment lors des vidanges ou pour le lavage des filtres. Donc cette réglementation, donc, elle va définir un couple eau, quel type d'eau on va pouvoir utiliser avec un couple usage. Donc en vert, c'est tous les usages qui seront permis, alors pas avec toutes les eaux, mais tous les usages qui peuvent être permis, avec une exception constante pour tous le type d'eau, c'est que ce n'est pas utilisé pour l'alimentation, on verra ce que ça recoupe, et ça ne peut pas être utilisé pour l'hygiène corporelle. Donc ce sont deux approches importantes sur lesquelles on estime qu'il faut absolument respecter les critères d'eau potable. Et donc, cette réglementation, elle va également indiquer ce qu'on fait en fonction du type de bâtiment dans lequel c'est utilisé. Et puis, on verra tout à l'heure, en fonction quelle eau vous allez utiliser pour quel type d'usage et quel type de bâtiment, et vous n'aurez pas de procédure, vous aurez une procédure de déclaration ou une procédure d'autorisation. Il y aura quelques cas d'expérimentation encore, puisque jusqu'à présent, tout cela a été fait dans un cadre expérimental. Donc, ces documents viennent en fait valider toutes les expérimentations qu'il y a déjà eu. Et ces textes vont aussi déterminer dans quelles conditions on peut accepter ces usages, à la fois sur des exigences de conception technique, des exigences de critères de qualité par rapport aux eaux qui seront utilisées, mais aussi des exigences en termes d'entretien et de maintien et de contrôle. Donc vous faites partie des établissements recevant du public sensible, donc il y a une partie spécifique des bâtiments pour lequel il y aura des contraintes supplémentaires. On le verra tout à l'heure. Donc les autres textes que je vous disais, donc les usages domestiques sont définis dans le Code de la santé publique. Donc on a des usages alimentaires, des usages liés à l'hygiène corporelle, des usages liés à ce qu'on appelle l'hygiène générale et à la propreté, et des autres usages domestiques. Donc pour ces 4 catégories d'usages, je vous ai souligné les usages qui ne vont pas pouvoir être faits avec des eaux qui ne répondent pas aux eaux de consommation humaine. Normalement, tous ces usages, par défaut, doivent être faits par des eaux potables. Donc on aura les jardins potagers, le lavage du linge. Toute la catégorie 3, sur l'hygiène générale et la propreté, c'est essentiellement là qu'on va trouver le maximum d'usages possibles et facilités par cette nouvelle réglementation. Et puis d'autres usages domestiques avec une restriction quand même, tout ce qui est piscine, bain remous, qui nécessite quand même une qualité d'eau spécifique. Mais on va pouvoir avoir utilisé pour les arrosages des espaces verts. Donc, par rapport au texte sur la protection des réseaux, donc texte qui est sorti en 2021, avant on avait des guides techniques qui définissent les niveaux de protection en fonction des types d'usage. Donc, tout ça a été regroupé dans un arrêté en septembre 2021, avec un principe général qui est une séparation pour les eaux impropres à la consommation humaine, c'est séparation totale et en permanence. On ne doit pas avoir de recoupement des canalisations entre eau de consommation humaine, eau potable et eau impropre à la consommation humaine. Et si néanmoins, il y a besoin d'un appoint de l'usage, parce que l'eau impropre à la consommation humaine, imaginons que vous utilisez de l'eau de pluie et qu'on en parle de sécheresse, vous pourriez en manquer par rapport à l'usage que vous souhaitez, vous pouvez avoir besoin d'un appoint en eau de consommation humaine. Dans ce cas, ça doit se faire en surverse, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune connexion. L'objectif, c'est vraiment de protéger les réseaux, de ne pas avoir de contamination du réseau d'eau potable, bien distingué, avec des obligations plus contraintes après le 1er janvier 2023 pour toutes les installations nouvelles et pour toutes les modifications des installations existantes, parce qu'il y avait déjà des installations. Notamment, bien repérer toutes les canalisations, les points de soutirage qui doivent être éloignés des points de soutirage d'eau potable, pour ne pas les confondre, une plaque signalétique,
Le local, s'il est à l'extérieur du bâtiment, il doit être fermé, non accessible, et robinet verrouillable. En gros, on veut que personne ne puisse se tromper et brancher quoi que ce soit. Et pour vos établissements qui reçoivent du public sensible, dès lors que vous avez une équipe opérationnelle d'hygiène, vous devez obligatoirement lui informer des modifications que vous apportez au bâtiment et par rapport à votre utilisation d'eau impropre à la consommation humaine, puisque bien évidemment, ça va entrer dans l'analyse de risque de votre bâtiment. Alors, donc les textes vont définir des règles qui vont être consignées dans le carnet sanitaire. Donc, ça, vous avez l'habitude du carnet sanitaire, où vous allez devoir consigner des éléments, notamment sur les opérations d'entretien de maintenance, et puis des éléments sur comment a été conçu votre réseau, dont impropre à la consommation humaine, avec une fiche qui va attester que c'est bien conforme à ce que prévoient les textes. Lors de la première mise en service, vous devez avoir une attestation. Donc les règles, je ne vais pas toutes les citer, je vais vous donner les générales. Elles sont assez simples, elles ont un objectif qui est constant, c'est de faire en sorte que l'eau que vous allez utiliser pour ces usages ne puisse pas devenir problématique. C'est-à-dire qu'on conçoit qu'on puisse utiliser des types d'eau qui sont impropres à la consommation humaine, mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est que la façon dont on les utilise puisse être préjudiciable à leur qualité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dégrader la qualité. On ne doit pas conserver trop longtemps ces types d'eau en fonction du type d'eau. Et donc, on va avoir des règles. Donc, notamment, on va vous demander de mettre en place des traitements qui vont être adaptés par rapport aux usages. On verra un peu plus tard. Ça ne doit pas dégrader la qualité. Il faut limiter la stagnation. Il faut éviter que ça soit trop soumis à des élévations importantes de température, parce qu'on va avoir une prolifération microbienne sinon. Et puis, vous devez pouvoir tout le temps avoir des vannes pour tout vidanger, tout purger, tout nettoyer. Déjà, en termes d'entretien habituel, et surtout, en cas de problème, il faut que vous ayez accès à tout. Pour les règles principales. Après, il va y avoir d'autres règles. Dans ces textes, vous allez trouver des règles, ce que vous devez mettre en œuvre en cas d'une utilisation prolongée du système. Donc, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de l'eau de pluie. Il se peut que vous n'ayez pas d'eau de pluie pendant un moment, donc vous n'allez pas utiliser le système. Donc, il y a des règles pour la remise en service. Vous ne devez pas avoir d'aérosolisation, parce que ce sont des eaux qui ne seront pas très bonnes au niveau bactériologique, entre autres. Donc, il faut éviter l'aérosolisation pour celui qui va manipuler, par exemple, si vous faites de l'arrosage. Et puis, il y a des recommandations, notamment pour les lieux accessibles au public, tout ce qui est arrosage, nettoyage des surfaces extérieures. C'est de préférence, ce n'est pas une obligation, ça va dépendre un peu de la technique que vous allez utiliser et puis de votre analyse de risque, mais c'est de préférence en dehors des périodes de fréquentation du public. Mais ce n'est pas une obligation. Et après, vous avez des actions à mettre en œuvre en cas de non-conformité, des obligations de déclaration et d'information. Et tout ça doit être tracé. Donc, pour ce qui est de l'entretien et de la maintenance de ces réseaux, les textes ne prévoient pas beaucoup de choses contraignantes. Ce que le texte dit, c'est qu'en fait, il faut vous référer aux prescriptions techniques. En fonction de ce que vous allez installer, le fabricant vous fera des recommandations et vous devez vous conformer. À minima, il faut qu'il y ait un examen visuel des installations. C'est vous qui allez fixer la fréquence. Et à minima, il faut qu'il y ait une maintenance pour contrôler que tout est conforme tout le temps. Et c'est pareil, c'est vous qui allez définir la fréquence. Et vidange et nettoyage de stockage, c'est pareil, c'est vous qui définissez. Sauf si vous utilisez deux types d'eau qui sont plus problématiques au niveau qualitatif, c'est les eaux grises, donc lavabo, évier, et les eaux de piscine. Dans ce cas, l'entretien, ça sera minimum une fois par mois. Vous pouvez décider plus en fonction de votre analyse de risque. Et la maintenance, pareil, c'est une fois par an. Et comme vous êtes dans une partie collective, vous devrez la faire par du personnel qualifié. Et le stockage, c'est pareil, ça sera minimum une fois par an, si vous utilisez ce type d'eau. Donc, pour tout ce qui est stockage, qui a une partie assez importante sur tout ce qui est eau impropre à la consommation humaine, donc vous devrez définir la durée maximale. Et pareil, on va retrouver les mêmes règles que ce que j'ai vu tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit susceptible d'être un lieu de prolifération bactérienne. Il ne faut pas non plus que ce soit un gîte larvaire. Donc, on va bien vérifier qu'il y a bien l'aération des grilles anti-moustiques au niveau de l'aération, notamment sur le stockage de pluie. Il faut que ce soit protégé contre la pollution extérieure. Il faut que l'accès soit sécurisé. Donc, c'est quand même beaucoup de règles de bon sens, mais qui sont quand même importantes. Et là, pareil, si vous utilisez des eaux grises, encore une fois, c'est les eaux les plus chargées. Là, en revanche, il faut que la durée que vous aurez définie, elle soit inférieure ou égale à 12 heures. Vous ne pouvez pas définir une durée supérieure avant traitement, c'est-à-dire
vous allez devoir certainement mettre en place un traitement pour l'utilisation derrière. Et après traitement, pareil, le stockage devra être de moins de 3 jours, moins de 72 heures. Si jamais vous n'avez pas besoin de cette eau par rapport à ce que vous avez défini comme usage que vous n'avez pas utilisé, ça veut dire qu'il faudra prévoir un système pour évacuer vers le réseau d'eau usée toutes les 3 heures. Toutes les 3 jours, pardon. Et s'il y a de l'eau de pluie, si vous utilisez de l'eau de pluie, il faut le filtrer en amont. Là, c'est pour éviter d'avoir trop de matière organique, tout ce qui est débris de feuilles dans les gouttières, pour éviter d'avoir trop de matière organique, pareil, pour les proliférations microbiennes. Donc, ça, c'était plutôt des indications, les exigences par rapport à la conception là maintenant. Donc, vous avez aussi des exigences qualitatives. Donc, ces exigences, elles sont en fonction du type d'eau que vous allez utiliser et du lieu dans lequel vous allez l'utiliser. Donc, vous êtes dans les 2 colonnes qui ont été mises en grisé. Pour les établissements recevant du public sensible, il y a des exigences supérieures. Pour tous, vous allez, avant de mettre en service un système, vous allez devoir faire un contrôle mensuel pendant 2 mois initialement, c'est-à-dire 1 par mois, 2 fois, pour attester que la qualité est conforme par rapport aux attendus. Et après, vous allez mettre en place une surveillance dans l'année qui devra être à minima ce qui est fixé par la réglementation. Donc, c'est en fonction du paramètre, en fonction du type d'eau. Donc là, par exemple, sur les eaux brutes naturelles, donc si vous utilisez de l'eau de pluie ou de l'eau douce, trop de surface ou un puits, et que vous allez alimenter par rapport, par exemple, le lavage du linge, ben, vous allez avoir des contrôles 2 fois par an sur la bactério et sur le COT, carbone organique total, 1 fois par an sur les légionelles à pneumophiles en début de saison. Et par exemple, si vous utilisez des eaux grises, ben, ça va être 6 fois par an quels que soient les usages. Ça sera 6 fois par an pour la bactério, etc. Donc ça, c'est fixé réglementairement et vous devez vous y conformer. Donc, on a 2 types de critères de qualité en fonction d'usage. On verra tout à l'heure un critère de qualité moindre, A, ou un critère de qualité A+. Et qui est essentiellement, la différence se fait sur les germes fécaux, sur les déchets Escherichia coli, et sur la turbidité, donc et les COT, donc s'il y a beaucoup de matière organique. Il y aura plus d'exigences pour certains types d'usages, on sera plutôt en A+. Voilà. Mais on voit quand même que c'est une liste de paramètres qui sont très simples, enfin, qui sont quand même très limités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une obligation de tout tracer ce que vous faites. Donc, le contenu du carnet sanitaire, ce qu'on doit y trouver, est fixé dans l'arrêté. Donc, vous devez avoir l'ensemble des éléments qui sont listés. Donc, si vous êtes soumis à la déclaration, si vous êtes soumis à l'autorisation, l'arrêté. Vous devez mettre aussi la déclaration de raccordement au réseau d'eau usée. Donc, ça, c'est valable pour tout type d'eau usée. Qui est chargé d'entretien, un schéma de principe, votre plan de gestion préventive, la fiche qui atteste que c'était bien conforme au démarrage, et puis vous devez faire un relevé annuel des volumes d'eau utilisés, puis les résultats de surveillance si c'est requis. Alors, donc les procédures mises en œuvre, on va voir dans quel cas. Donc, soit ce sera de droit, c'est-à-dire que vous n'avez aucune procédure à mettre en œuvre si vous respectez. Vous êtes dans le type d'eau pour le type d'usage pour lequel c'est permis et que vous respectez l'ensemble des exigences de conception et d'entretien de qualité, c'est de droit. On vous demande de respecter les règles. Nous, ARS, on pourra faire un contrôle a posteriori en cas de problématique, que vous respectez bien les règles. Sinon, vous êtes soumis à déclaration. C'est aussi simple que de droit, sauf que vous allez devoir faire une déclaration sur une plateforme. Ça, c'est pour comptabiliser un certain nombre d'usages, et puis pareil pour faire du contrôle a posteriori. Mais dans d'autres, et vous y serez un peu plus soumis en fonction du type d'usage, vous allez être soumis à autorisation. C'est-à-dire que vous allez devoir déposer un dossier qui sera instruit par l'ARS pour le préfet qui fera un arrêté préfectoral vous autorisant à ce type d'usage. Et puis après, le cadre expérimental est toujours le même que maintenant, c'est-à-dire qu'il est géré par un niveau national. Donc voilà, donc par rapport à ce qui est prévu par la réglementation, donc si vous utilisez eau de pluie, eau douce ou l'eau d'un puits, la majorité des usages, donc en bleu, sont, on va dire, de droit, c'est-à-dire que vous devez respecter uniquement ce qu'il y a dans les textes par rapport à, pareil, exigence qualité, conception, maintenance. Vous devez déclarer si vous voulez l'utiliser pour le lavage du linge
en respectant les critères de qualité A+, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau, et vous devez aussi le déclarer si vous l'utilisez pour des fontaines décoratives, et toujours respecter les critères A+. Donc là, on va dire que c'est le cas le plus simple. Si vous voulez utiliser des eaux grises ou des eaux de piscine, vous pouvez le faire uniquement pour l'alimentation de fontaines décoratives, l'évacuation des excréta, les chasses d'eau, donc, le lavage extérieur et les arrosages des espaces verts. C'est les seuls cadres où c'est possible, où on peut l'autoriser avec des critères A+ ou A en fonction du type d'usage, c'est-à-dire pour lequel vous allez devoir faire un dossier soumis à la RESC, donc on assurera pour compte du préfet. Les autres situations ne peuvent être que soumises à expérimentation. Et tout le reste aussi, c'est de l'expérimentation, et il y aura peut-être même possibilité d'utiliser des eaux vannes, mais pour l'instant, c'est exclu du texte. Donc voilà. Donc en bleu, c'est le plus facile, vous respectez les exigences et vous mettez en œuvre de façon assez aisée. En vert, tout aussi aisé, il faut juste le déclarer. Et pour les autres cas de figure, donc soumis à autorisation. Donc bien évidemment, c'est parce que c'est des eaux, alors les eaux grises qui sont les plus chargées, les plus problématiques d'un point de vue qualitatif. C'est pour ça qu'elles sont soumises à autorisation. Donc, lorsque vous êtes soumis à la déclaration, vous devez uniquement vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle Démarche simplifiée. Vous mettez vos noms, vos coordonnées, l'identification du bâtiment, l'évaluation des volumes utilisés et l'évaluation du nombre de personnes utilisant le système. Voilà. Donc, c'est assez simple. Pour ce qui est de l'autorisation, donc là, il va falloir constituer un dossier. Donc, vous allez faire une demande. Donc, c'est le propriétaire du réseau qui va faire la demande. Vous devrez nous décrire les usages que vous visez par le projet d'utilisation. Et vous devez faire une évaluation des risques et des propositions des mesures préventives et correctives pour maîtriser ces risques, notamment lors des dysfonctionnements du système. Sachant qu'il y a déjà beaucoup d'indications dans le texte, dans l'arrêté. Donc, vous pouvez vous y référer pour, si vous êtes en gros dans les usages autorisés, vous respectez l'ensemble démontrez que vous respectez l'ensemble des règles de conception et que vous mettez en œuvre l'ensemble des règles en cas de problème, normalement, vous êtes dans un dossier qui est autorisable. Donc, vous pouvez vous référer largement au texte. Et donc, vous décrirez les modalités de contrôle, sachant que le texte, il définit le minimum. Vous pouvez toujours proposer plus en fonction de votre analyse de risque, avec l'appui de votre équipe opérationnelle d'hygiène. Et puis, je vous montrerez ce que vous mettrez dans le carnet sanitaire. Donc, normalement, ce n'est pas un dossier qui est des plus complexes dans la mesure où les textes sont quand même assez précis. Donc, dès lors qu'il est complet, votre dossier, l'ARS aura 4 mois. C'est une procédure spécifique pour proposer un arrêté d'autorisation préfectorale. Ça peut porter à 8 mois si vous étiez dans un cas de figure un peu particulier ou si on hésite sur un type de traitement que vous allez mettre en place. On pourrait être face à des problématiques un peu particulières qui ne relèveraient pas forcément d'une expérimentation, mais pour lesquelles on aurait des difficultés à vous autoriser. Et on peut saisir l'ANSES si on a besoin d'une expertise technique. Voilà. Donc, ça c'était plutôt pour nous, mais je peux vous le dire quand même. Donc, nous, côté ARS, qu'il a attendu de nous sur les eaux impropres à la consommation humaine. Donc, vous avez bien compris que les eaux impropres à la consommation humaine participent au plan eau et de sobriété, sachant que l'objectif principal, c'est d'abord diminuer les utilisations. L'objectif, ce n'est pas d'utiliser beaucoup d'autres eaux que les eaux potables, c'est d'abord diminuer les consommations. Donc, les établissements, en premier lieu, elles font d'abord des efforts pour diminuer les consommations d'eau, c'est la première étape. Et ensuite, elles peuvent aussi contribuer à diminuer la pression sur les ressources, on va dire les plus nobles ou qu'on veut réserver pour des usages d'eau potable en utilisant d'autres sources. Donc, nous, ce qu'on fera à l'ARS, c'est que si on va régulièrement télécharger toutes les déclarations pour avoir un peu une idée de ce qui est déclaré et les utilisations qui sont faites. On va instruire, je vous l'ai dit tout à l'heure, les demandes d'autorisation. On a toujours notre police administrative. Donc, s'ils vont nous signaler des résultats non conformes ou des problématiques sanitaires sur les usagers, ça relèvera de nos prérogatives de gérer le signal et de voir avec vous où était la problématique. On peut, comme d'habitude, faire un contrôle sur pièce ou un contrôle sur site. Donc, ça, c'est des actions habituelles de l'ARS. Et la particularité, c'est qu'en cas de pollution locale atmosphérique, étant donné que l'objectif, c'est quand même de multiplier l'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine, dont les eaux de pluie, donc qui sont quand même soumises
aux pollutions atmosphériques, on devra préparer des messages sanitaires pour alerter les utilisateurs sur certains secteurs si ça devenait problématique, sur le plan notamment aux pollutions chimiques. Et puis, sur l'expérimentation, on informe la DGS. Ça vous intéresse moins. Voilà, j'avais fini pour ma présentation. Alors, je vais l'enlever sinon je ne vois pas. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a donné des éclairages sur cette nouvelle recommandation. Est-ce que vous avez des questions à poser sur les différentes présentations? On a essayé, pendant la présentation, Karen a essayé de répondre à un maximum de questions sur le chat en direct. Oui, Stéphanie. Vas-y, Stéphanie. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, c'est bon. Alors, merci pour toutes ces présentations bien intéressantes. Je m'interroge, moi, du coup, sur un petit peu l'évolution de ce qu'on appelle encore les eaux pour soins standards et que vous avez appelé plus eaux utilisées pour les soins dans le guide que vous venez de refaire, les catégories d'eau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait finalement comme type d'analyse? Parce que quand on fait appel, que ce soit à nos labos de CH ou à des labos externes, souvent les critères eau pour soins standards, quand on dit eau de soins, c'est flore aérobie à 22, à 36, coliforme et pio. Donc j'entends bien que ça vaut plus le coup de faire le pio systématiquement, il n'y a pas de souci. Dans le guide, vous mettez en fait que ça doit répondre à l'eau froide, l'eau d'alimentation humide pour les paramètres microbiaux. Et si on se réfère à ça, il y a beaucoup plus de critères, parce qu'il y a non seulement les coliformes, mais aussi les entérocoques et les spores de bactéries sulfito-réductrices. Donc quand on s'intéresse à une eau utilisée pour les soins, finalement, qu'est-ce qu'on fait faire comme analyse? Sachant que la SF2H réfléchit aussi à l'intérêt de faire de la flore aérobie à 22 à 36. Oui, Les c'est choses, ça. je pense, vont bien bouger dans les années à venir, mais c'est pas... Alors, en fait, il faut qu'on attende aussi les recommandations qui vont arriver, hein. Je sais qu'on a interpellé, en tant que groupe InterCPS TES, on a aussi interpellé là-dessus. Je sais que la SF2H au niveau de ces c'est ça? Copernic. Je sais que vous êtes en train de sortir pas mal de fiches aussi, hein, qui sont bien là-dessus, sur qu'est-ce qu'on recherche dans l'environnement. Et donc je pense il va falloir aussi attendre là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment se repositionner sur quel est le risque dans mon établissement et finalement qu'est-ce que je dois rechercher. Mais on est d'accord que quand on dit eau destinée eau d'alimentation humaine, faire pour de l'eau de soins systématiquement des entérocoques et des spores de bactéries sulfito-réductrices, coliformes, pourquoi pas. Les spores bactéries sulfito-réductrices, si je ne me trompe pas, mais on l'avait bien précisé dans le document, c'est uniquement si c'est des eaux de surface. Ok. Des eaux souterraines. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir, alors je reprends la petite fiche, hein, parce que je ne connais pas tout par cœur. Non, mais cherche pas, Karen, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, en fait, c'est ça, c'est les eaux superficielles. En fait, les bactéries sulfito-réductrices, c'est uniquement si l'alimentation de l'établissement se fait avec une eau qui est soutirée avec une eau d'origine superficielle. Sinon, on n'a pas besoin de les rechercher en systématique. Et ensuite, normalement, on fait les coliformes. Mais effectivement, si on a des coliformes, on peut aller jusqu'à rechercher ce que c'est Escherichia coli ou entérocoque. Et généralement, on se contentait effectivement dans les eaux pour soins standards déjà en revivifiable à 22 à 36. Enfin, finalement, j'ai envie de dire pour que ce soit plus simple pour les laboratoires, surtout que c'est des prestataires extérieurs, ça va être de demander effectivement une analyse de type D1, mais c'est pas parce qu'on est établissement de santé ou médico-sociaux qu'il faut systématiquement nous rajouter le PIO, quoi. Oui, je suis bien d'accord, mais je me questionnais plus sur les entérocoques, tu vois, parce qu'ils profitent vite parfois les labos externes quand on leur dit de faire un type D1, de faire aussi. Tout à fait, oui. Ok. Enfin bon, tout ça va bien évoluer, je pense, dans les années à venir. Oui, mais nous aussi, on attend, hein, parce que c'est vrai que ce guide de recommandation de 2005, il était hyper précis et très pratique. Mais je pense que finalement, quand on prend toutes les recommandations qui sont sorties depuis sur les contrôles d'eau, on n'est plus du tout sur de l'eau pour soins standard, en fait. C'est voilà, on contrôle les eaux à risque, finalement, pour des soins à risque ou des patients à risque. Donc, mais c'est vrai que ce terme, il est passé. Et tu vois, pour des patients à risque, par exemple, ça vaut le coup d'aller encore plus loin et de faire, par exemple, certains sténotrophomonases, des choses comme ça. Enfin, c'est pour ça que ça va évoluer certainement. Bah oui, mais on attend vraiment que tout le monde se repositionne là-dessus, oui. Ok. Merci. De rien.
Écoutez, on essaie de répondre à toutes les questions. Notre webinaire est terminé, on est pile à l'heure. Vous étiez nombreux et nombreuses, donc merci beaucoup. Merci aux présentatrices. C'était très intéressant. Et puis, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous. Si vous avez des EOH-EMH dans vos établissements, à leur poser des questions, à les intégrer dans vos réflexions, et puis éventuellement à demander conseil, soit à l'ARS, soit à nous. Si vous avez des questions, des problématiques, on y répondra bien volontiers. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Vous aussi. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, Stéphanie qui relève la main. Je relève la main, je profite que je vous ai au téléphone pour discuter, mais si vous avez autre chose derrière, j'aurai l'occasion de vous rappeler, c'est pas un souci. On va attendre que tout le monde se déconnecte. Mais c'était en lien avec l'eau, hein, donc si certains veulent entendre, c'est pas forcément gênant, mais tu peux couper l'enregistrement. Je suis en train de refaire tous nos plans d'échantillonnage en EMS, enfin EHPAD beaucoup, pour lesquels j'avais pas beaucoup d'expérience jusqu'à maintenant. Et